Nous sommes devant le Palais national dans le centre de Barcelone, une ville qui a plus de 2000 ans. Une ville où Christophe Colomb s'est embarqué pour son voyage historique, où Napoléon s'est battu, où les Jeux Olympiques ont eu lieu. Mais aujourd'hui, Barcelone est la capitale de l'informatique avec 2 salons jumelés. Informat, un salon sur les produits nouveaux, et Être, une conférence européenne sur la technologie qui réunit les patrons de l'industrie informatique pour parler de l'avenir de l'ordinateur personnel. Aujourd'hui, nous allons vous emmener au salon Informat et Être dans cette édition spéciale des Chroniques de l'informatique. Chronique de l'informatique. La conférence Être de cette année est combinée pour la première fois avec un salon au sens traditionnel, Informat, qui offre l'occasion aux entreprises informatiques américaines de vendre leurs produits en Europe et aux compagnies européennes de s'implanter sur le vaste marché américain. On a vu des produits intéressants, présentés par des compagnies anglaises, belges, espagnoles et même russes. Les logiciels graphiques haut de gamme et les environnements virtuels étaient omniprésents. Vous voulez un avant-goût de ce salon? Branchez votre PC. Voici le logiciel de réalité virtuelle proposé par Superscape, une compagnie britannique. Vous voulez visiter Barcelone sans bouger? RLR Soft, une compagnie espagnole, vous emmène avec Tour 95. Vous avez peur de vous perdre en ville? Pas besoin de plan. Voici Visual Map de Visual GIS Engineering, une compagnie basée à Madrid. Et un salon sur les réalités virtuelles ne serait pas complet sans le dernier logiciel de Silicon Graphics. C'est une simulation en temps réel qui fonctionne sur le superordinateur graphique Onyx 64 bits de SGI. Le multimédia était bien sûr à l'honneur. Voici une démonstration d'un produit multimédia impressionnant équipé d'un puissant langage auteur baptisé Multimedia Toolbook d'Asymmetrix. Le multimédia idéal permet l'action directe et c'est possible ici avec ProShare d'Intel, une conférence interactive audio et vidéo en direct sur réseau RNIS et votre PC. As you can see, right now they're having a moving sale because. Et voici un autre programme de vidéoconférence qui s'appelle PictureTel, développé à partir d'un projet de thèse au MIT. We have some fairly senior people in the organization who can often lend a lot of credibility. Ici en Espagne, la compagnie téléphonique Telefónica se lance dans l'industrie de la vidéo avec l'inauguration prochaine d'un service de vidéo sur demande qui utilise une base de données de Borland. L'un des produits les plus originaux présentés à Barcelone était le catalogue interactif. Il s'agit essentiellement d'un marché virtuel qui réunit différents vendeurs, inventaires et devis sur disque. Un client peut rechercher une rubrique dans la base de données, comparer les prix et passer une commande électronique sur le système. C'est littéralement un service d'achat électronique. Tous ces services, de la vidéoconférence au catalogue interactif en passant par le multimédia global, dépendent de la fiabilité du réseau informatique, une technologie qui a encore des problèmes. Les gens sont presque étonnés de voir un réseau qui fonctionne et nous voulons trouver un modèle où ça fonctionne comme l'électricité. Si vous appuyez sur un interrupteur et que la lampe ne s'allume pas, vous n'en revenez pas. Si vous décrochez votre combiné de téléphone et que vous n'entendez pas la tonalité, vous n'en revenez pas. Et ça doit être la même chose pour les connexions sur réseau. L'une des surprises de cette conférence était l'intérêt manifesté pour les réseaux domestiques, qui relient plusieurs PC chez vous, comme ils le sont dans votre entreprise. Les gens achètent des ordinateurs pour les installer chez eux, et à partir du moment où vous avez plusieurs ordinateurs, vous voulez pouvoir échanger les données entre 2, 3 ou 4 ordinateurs. Parfois, les parents ont des modèles d'une génération précédente qu'ils veulent donner à leurs enfants pour faire des jeux, pour faire leurs devoirs, pour consulter une encyclopédie sur CD-ROM et ce genre de choses. Et lorsque vous avez 2 ou 3 générations de PC chez vous, eh bien, vous voulez partager les ressources, échanger les disques, les imprimantes et tout le reste, les ressources de communication, ce qui veut dire que vous avez besoin d'un réseau intégré chez vous. Le fait que les spécialistes parlaient de réseaux locaux domestiques semble confirmer l'importance grandissante du marché des équipements domestiques.
Le fait que les fabricants de réseaux locaux d'entreprises parlent du marché domestique montre à quel point le vent a tourné. On voit émerger un véritable marché domestique. Cela ne fait aucun doute, c'est incontestable. L'industrie est absolument convaincue que le marché des équipements domestiques, dont on attendait tant, va finalement décoller. Le réseau le plus célèbre de la planète aujourd'hui est bien sûr Internet. Et il y avait ici des produits pour vous aider à trouver votre chemin, comme Internet Anywhere, d'une compagnie canadienne qui s'appelle MKS. Internet Anywhere est un produit très spécialisé. Il vise les deux services qu'Internet représente, à notre avis, aujourd'hui, les deux principales applications professionnelles, à savoir le courrier électronique et les bulletins Usenet News, qui sont en fait une forme de diffusion partagée de l'information dans le même style que Broadcast Email. Il assure ces services par différents moyens de transport, de la transmission par modem aux réseaux locaux d'entreprises. C'est très simple. C'est facile à installer et c'est facile à manier pour les utilisateurs de Windows. Et voici Internet Works, un nouveau logiciel de Booklink Technologies. Il s'agit d'une visionneuse et exploratrice électronique qui offre une interface commode pour gérer les montages d'informations qui circulent sur Internet. Vous voulez obtenir rapidement des informations sur votre ordinateur? Iris, une compagnie belge, vous propose le scanner manuel DataPen. Au lieu d'agrafer des articles ou de les retaper, il suffit de les lire avec ce scanner et son logiciel ROC intégré, et le texte est transposé dans votre traitement de texte, prêt à couper, coller ou réviser. Enfin, le pompon revient à une petite compagnie russe qui s'appelle Fistechsoft. Elle a présenté un nouveau DOS sous le nom PTS-DOS, écrit par 20 programmeurs de l'Institut de physique et technologie de Moscou. C'est en réalité un excellent produit. Il prend moins de place que le MS-DOS, il a un très bon gestionnaire de mémoire, il est vendu avec des programmes utilitaires qu'on n'a pas avec Microsoft et il coûte 3 fois rien. Une fonction intéressante de PTS-DOS est la fonction Undelete. PTS-DOS crée un fichier spécial qui conserve toutes les données effacées dans un état ni mort ni vivant, qu'on pourrait appeler végétatif. Dans un instant, les gourous des autoroutes de l'information. Les autoroutes de l'information sont devenues le haut lieu des communications électroniques. Mais les gens ne se rencontrent pas sur la route, ils se rencontrent dans une petite rue comme celle-ci, la Rambla, dans le centre de Barcelone, dans des cafés ou autres lieux de rencontre. C'est comme si tout le pays venait d'entrer à l'université et découvrait les soirées arrosées de bière. Il y a des gens qui perdent la tête, ils s'enivrent tous les soirs et ils ne peuvent plus fonctionner normalement. Il y a des gens qui boivent avec modération et savent vivre tout en s'amusant. Il y en a qui n'aiment pas la bière et qui ne comprennent pas pourquoi les autres sont si excités. C'est une façon de décrire la confusion qui règne face à la croissance phénoménale d'Internet et des services interactifs. En informatique, les choses évoluent vite, mais on oublie quelquefois que le système des réseaux interactifs est encore embryonnaire. Fondamentalement, cela rappelle la naissance de la radio et de la télévision. C'est un moyen de communication qui permet de distribuer de l'information et du divertissement, ni plus ni moins. Mais c'est un moyen de communication interactif. Et à mesure qu'on va passer de quelques millions d'abonnés à des dizaines de millions d'abonnés, cela va fondamentalement changer la façon dont les gens obtiennent des informations ou achètent des produits, apprennent des choses ou communiquent entre eux. Et on en viendra à le considérer comme un nouveau moyen de communication. Tandis que des revues comme Newsweek ou Time se débattent pour trouver des moyens de transposer leurs produits dans ce format électronique, encore faut-il savoir comment exploiter la puissance de ce nouveau média. Il ne s'agit pas seulement de redéfinir la teneur, mais de la réinventer. Les magazines avec lesquels nous travaillons aujourd'hui, comme Time, ne font pas que se transposer sous format électronique. Ils ont créé des forums, des tribunes de discussion. Time a une édition électronique quotidienne. Vous recevez une mise à jour quotidienne sur America Online. Il s'est donc créé toute une gamme de produits et services autour de la revue Time. On passe à un niveau supérieur avec America Online. C'est plus que la distribution électronique du texte existant. C'est une autre voie. À Newsweek Interactive, nous n'essayons pas de mettre le magazine sur disque pour y accéder en direct. Nous prenons le contenu de la revue et nous reconstituons le tout sous forme électronique. L'un des défis qui se posent au réseau d'information électronique est de trouver un moyen de dégager des recettes publicitaires sans offenser les usagers du réseau.
La controverse tient à la conception actuelle de la publicité, qui est considérée comme une intrusion à la télévision et dans la presse, et aux craintes de voir la même chose sur votre écran d'ordinateur. Les gens n'aiment pas ça et ils n'ont rien à craindre de notre part, mais nous pensons que l'idée de dégager des revenus publicitaires en mettant en contact acheteurs et vendeurs a un gros potentiel. Il s'agit simplement de procéder sous une forme acceptable pour vous, le consommateur, parce que vous recevez des informations plus utiles et plus pratiques qui facilitent vos décisions d'achat et qui font que vous êtes reconnaissant. Nous venons de terminer une série de groupes de discussion où nous avons montré aux gens différents moyens de faire de la publicité interactive. Au départ, ils étaient hostiles, mais ils ont réalisé que dans notre modèle, vous pouvez contrôler la publicité interactive. Le choix vous appartient. Si ça vous intéresse, vous regardez, sinon vous passez à autre chose. Tandis qu'on se démène pour trouver un moyen de rentabiliser les services interactifs, il y a ceux qui voient dans les autoroutes de l'information un moyen de révolutionner les relations sociales globales. Tel est le cas du projet Global Schoolhouse, qui utilise Internet pour relier les salles de classe à travers le monde. On ne dira plus aux élèves « allez à la bibliothèque pour étudier la vie en Espagne sous Franco », parce qu'une visite à la bibliothèque est moins intéressante que de dire à quelqu'un « demande à tes parents et à tes grands-parents comment on vivait à cette époque et raconte-moi ». Vous parlez à une personne en chair et en os. Et si nous arrivons à montrer que les enfants peuvent communiquer malgré les barrières linguistiques, parce qu'ils écrivent de façon suffisamment simple pour communiquer leurs idées en utilisant les programmes de traduction, alors c'est une véritable percée. On se dit qu'au lieu d'avoir des matchs de basket nocturnes, on aurait des voyous de l'informatique et qu'on devrait apprendre aux gangs à se servir d'un ordinateur, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. Cependant, si certains de ces voyous deviendront d'excellents programmeurs, d'autres utiliseront leur talent en informatique pour décoder les numéros de cartes de crédit. C'est comme le feu, voyez-vous, c'est à manier avec prudence et... L'autoroute de l'information va-t-elle déboucher sur le meilleur des mondes ou sur l'apocalypse? Les avis sont partagés. Il y aura bien sûr de la pornographie, si c'est ce que les gens veulent. Mais je crois que le niveau moyen des médias va s'améliorer, parce qu'on n'aura plus de mass médias au sens actuel du terme, comme la télévision par exemple, qui essaie de satisfaire des millions de gens à la fois. On pourra cibler un peu mieux le public visé. Et puis, avec la naissance d'un nouveau média, le contenu devrait être d'excellente qualité, comme au début de la télévision, quand on faisait des émissions de haut calibre. Il faudrait également mentionner une autre analogie avec les autoroutes de l'information. Les autoroutes sont engorgées 2 fois par jour, du moins dans la région de Los Angeles, et c'est la première cause de décès aux États-Unis. Il ne faut donc pas sous-estimer les risques que posent les autoroutes de l'information. Cela n'ira pas sans mal. Il y aura de la casse en matière d'information. Il y aura des problèmes de sécurité, de fiabilité, de contrôle de l'accès. C'est pourquoi nous avançons prudemment. Nous disons, l'autoroute de l'information est une bonne chose, mais nous voulons la construire de manière à répondre aux divers besoins des usagers. Dans un instant, l'avenir des équipements PC. Barcelone est réputée pour ses artistes anticonformistes, comme Gaudí, dont certaines œuvres sont exposées ici, Miro et Picasso. Ces artistes ont su rompre avec la tradition, et c'est cela qui a fait leur succès. À bien des égards, les fabricants actuels de matériel informatique doivent relever le même défi. Mais à la différence des artistes, les créateurs de matériel ont des critères de compatibilité à respecter, en particulier si vous concevez des puces électroniques. C'est ce souci de compatibilité qui a conduit 2 grosses compagnies informatiques à ne pas utiliser la puce PowerPC. L'une de ces compagnies est Hewlett-Packard. Personne n'était de taille à dire « nous avons accès aux 30 ou 40 000 applications standards en informatique » et personne n'était à la hauteur des capacités de production d'Intel, qui produit 40 millions de puces x86 par an. Cette association nous en donne les moyens. Alpha, PowerPC, MIPS et même notre architecture PR-RISC n'étaient pas à la hauteur. AST a également décidé de choisir une autre voie que le PowerPC. J'ai toujours dit que risque était risqué. C'est bon pour certains clients, c'est sûr, mais pour la majorité, l'architecture Intel x86 présente le plus de possibilités. Mais les créateurs du PowerPC ne semblent pas s'inquiéter. Vous avez des compagnies qui sont tributaires du marché Intel et qui ont sauté sur le PowerPC avant même que l'infrastructure soit en place, ce qui montre bien qu'ils attendent quelque chose d'autre.
Mais pour certaines compagnies, ce quelque chose n'est pas le PowerPC. Hewlett-Packard a décidé de faire l'impasse sur le PowerPC et de s'associer avec Intel pour créer sa propre architecture RISC. La nouveauté de cette association est qu'elle annonce la technologie post-RISC, la génération suivante. En d'autres termes, c'est un pas en avant avec la compatibilité binaire, avec l'architecture Intel x86, ce qui veut dire que les milliers d'applications qui fonctionnaient avec l'architecture Intel pourront évoluer dans l'environnement de la nouvelle génération. Cela permet de conjuguer la performance du RISC avec l'accessibilité à toutes sortes de programmes dans l'environnement Intel. Mais pour Tom Mays de PowerOpen, l'association d'Intel et de HP est une manœuvre défensive. Je pense qu'ils se sont rendus compte à Intel qu'ils devaient faire quelque chose. Et c'est pourquoi ils ont lancé cette campagne publicitaire de 100 millions de dollars, Intel Inside. Tout ça pour une micro-plaquette. C'est une façon intéressante d'approcher le marché. Cela veut dire que vous n'allez pas très fort, que vous n'allez pas très bien et que vous commencez à vous inquiéter. Les concurrents d'Intel espèrent qu'ils sont inquiets, mais pas seulement à cause du PowerPC. Cyrix a décidé d'attaquer Intel en plein cœur, au niveau du x86 et du Pentium, avec un nouveau microprocesseur, le M1. Le M1 fera fonctionner les programmes 2 fois plus vite que le 486 et sans devoir réécrire ou recompiler les programmes. Alors que notre principal concurrent dit que pour tirer pleinement parti de son microprocesseur, vous devez réécrire ou recompiler le logiciel. Nous pensons donc que cela nous donnera un avantage appréciable avec les applications directes. Elles seront 2 fois plus rapides que sur un 486. Tandis que le x86, le Pentium et le PowerPC s'entre-déchirent, Digital Equipment les a tous devancés en annonçant la sortie de sa puce Alpha. Nous avons annoncé la sortie de la puce Alpha il y a 3 jours. C'est le fin du fin. C'est un processeur de 300 MHz équipé de 9,3 millions de transistors. Nous estimons qu'il est 2 à 5 fois plus rapide que tout autre processeur existant ou annoncé par nos concurrents. Et la meilleure preuve, s'il en faut, c'est que c'est le premier microprocesseur qui atteint 1 milliard d'instructions par seconde. Avec une vitesse de 300 MHz, la puce Alpha de Digital devient le microprocesseur le plus rapide du monde. Mais qui s'intéresse aux histoires de puces? Esther Dyson dit que c'est comme si on vous parlait des cristaux dans votre montre. Votre montre n'est probablement pas plus exacte qu'une autre montre, mais c'est une marque connue et c'est ce qui vous intéresse. Peu importe ce qu'elle a dans le ventre, je crois que c'est la même chose pour le PC. Je demande aux gens quels ordinateurs ils ont. S'ils ont une marque connue, ils répondent aussitôt. S'ils ont acheté une marque secondaire, ils se lancent dans de longues explications. L'ordinateur est un produit générique. J'ai acheté le mien dans une foire de troc. Mais je vais changer et le donner à mon fils pour m'acheter un modèle de marque. Je pense que la marque a donc une grande valeur aux yeux des gens. Parce que pour eux, la marque est synonyme de qualité, de service, d'appui et de continuité. Et c'est ce que recherche le client. Les marques reviennent donc en force, mais les considérations de coût sont plus importantes que jamais pour ceux qui veulent gagner des parts de marché. C'est ce qui explique l'effondrement des prix des PC. Mais le PDG de Compaq dit que ce n'est pas la même chose qu'une guerre des prix. Je ne pense pas que ce soit une guerre des prix. L'industrie du PC a vu les prix baisser depuis la première offensive en 1991 et il y a eu des périodes de bagarre des prix plus intenses. En 1992, on aurait pu parler de guerre des prix lorsque des compagnies ont entièrement redéfini leur politique de prix, notamment Compaq. Lorsque nous avons décidé que notre politique commerciale consistait à être compétitif sur toute la ligne. Mais est-ce que les petites compagnies peuvent survivre lorsque Compaq, IBM et les autres grands écrasent les prix au point de réduire les marges bénéficiaires à zéro? Cela va incontestablement faire des victimes. Il reste davantage de grosses compagnies d'informatique que de gros constructeurs automobiles, par exemple, et il faut s'attendre à des remaniements. Mais les facteurs qui vont provoquer ces remaniements sont différents. Ce ne sera pas seulement le prix, ce sera aussi l'appui,
la capacité de fournir une solution globale qui consistera à offrir à la fois une technologie et des services complets. Mais je pense que la bataille va être longue et extrêmement serrée. Dans une corrida, peu importe que le taureau soit fort et agressif, la bataille est perdue d'avance pour lui. Beaucoup de compagnies de logiciels sont dans la même position. Aussi valables qu'elles soient, elles ont peu de chances de survivre. L'une des raisons est qu'elles sont écrasées par le géant du logiciel, Microsoft. Nous essayons d'expliquer que nous ne dominons pas tout le marché. Nous ne sommes pas présents sur tous les segments. Nous sommes sur certains segments et sur ces segments, nous essayons bien sûr d'être les meilleurs. Mais même sur ces segments, nous ne dominons pas toujours la situation. Nous dominons dans les systèmes d'exploitation personnelle, DOS et Windows, et dans les applications de productivité personnelle. Mais la puissance de Microsoft se fait sentir à tous les échelons de l'industrie du logiciel. Elle est à l'origine du retrait de Borland du marché des tableurs. Nous avons reconnu que l'industrie avait changé. Nous avons confié notre segment tableur et feuilles électroniques de calcul à Novell pour nous concentrer sur des bases et paradoxes, à améliorer les outils et investir dans les deux autres domaines que j'ai mentionnés. Je crois que beaucoup d'autres sont dans le même cas. Car pour concurrencer Microsoft, vous devez vous concentrer sur vos points forts. Nous sommes les leaders dans le domaine des langages, les bases de données et outils. Et c'est donc là que porterons nos efforts de manière à nous imposer dans le secteur PIMS. C'est le choix fait par Borland. La domination de Microsoft a forcé Adobe et Aldus à fusionner et à suivre une voie différente de Microsoft. Je pense que nous ne marchons pas sur les plates-bandes de Microsoft. Nous ne construisons pas de traitement de texte ni de tableur et nous n'avons pas l'intention de le faire. Nous nous sommes tournés vers les langages auteurs. C'est un marché très vaste et très diversifié. Nous avons une expertise que Microsoft n'aura jamais dans ce domaine. Et je crois que notre position est très solide. Il serait très difficile de concurrencer Microsoft sur le marché des systèmes d'exploitation, de traitement de texte ou des tableurs. Cette attitude a débouché sur de nouvelles stratégies sur le marché des logiciels. La devise de Borland est « pas besoin d'être le plus gros, il suffit d'être le meilleur ». Le but n'est pas d'être le plus gros. Prenez Southwest Airlines, United, les Américains sont nettement plus gros. Mais Southwest s'est concentré sur un segment de marché et ils s'en sortent très bien. L'idée est d'être le Southwest de l'industrie du logiciel, c'est plus rationnel. Et c'est bien ce que nous recherchons. Ce n'est pas une question de taille, il s'agit d'offrir des produits et des services de qualité aux clients. À Borland, cette approche s'est concrétisée dans une nouvelle ligne de produits baptisée Simplify. Le problème des logiciels aujourd'hui, c'est qu'il est impossible de trouver un programme en moins de 8 disquettes qui prennent moins de 35 mégaoctets sur votre disque dur. C'est une véritable installation nucléaire. Le principe de Simplify est simple. Nous disons qu'il nous faut des programmes simples qui font une chose, mais qui la font bien. Et c'est ce que nous faisons. À WordPerfect Novell, la nouvelle stratégie consiste à redéfinir entièrement la conception du logiciel et d'aborder les problèmes sous un nouvel angle. Les adultes se croient toujours plus malins que les jeunes avec l'ordinateur. Mais les enfants ne pensent même pas à l'ordinateur, ils pensent juste à l'application. Ils sont souvent plus ingénieux dans la façon dont ils se servent de la machine. C'est donc une éducation pour nous, les éditeurs de logiciels. Nous devons être capables d'aborder les problèmes de logiciels avec le regard d'un enfant. Et ensuite, nous pourrons introduire ces mêmes fonctions dans des applications bureautiques. S'il fallait noter les nouvelles stratégies de WordPerfect et Borland, Esther Dyson donne un perdant et un gagnant. Voyons d'abord Borland et Philippe Kahn. Il n'était pas dans une situation facile contre Microsoft et je crois qu'il a fait le bon choix en disant « Je ne vais pas attaquer Microsoft sur son propre terrain. Si Novell veut se jeter dans la gueule du loup, eh bien c'est son choix. Nous allons nous concentrer sur nos points forts, les bases de données, bien que ce soit toujours risqué. Les nouveaux programmes interactifs sont intéressants. Je ne suis pas sûr que la partie soit gagnée pour Borland, mais au moins, ils renforcent considérablement leur position. Quant à l'approche suivie par WordPerfect Novell, Novell WordPerfect ouvre les bras et dit « Allez-y, tirez sur nous, ne visez pas Lotus, nous sommes à vous ». Ils attirent l'attention sur eux. Ils se jettent dans la gueule du loup. Ils suivent la tactique commerciale de Microsoft, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient les reins assez solides. Ils ne sont certainement pas aussi riches.
Pendant ce temps, du haut de ses sommets, Microsoft proclame que son avance dans les systèmes d'exploitation est en fait une bonne chose pour les éditeurs de logiciels. Vous pouvez installer Windows sur une machine et vous avez un certain nombre de normes définies par Windows qui aident à mettre au point des applications très puissantes. Il y a des tas de petites compagnies qui sont apparues au cours des dernières années. Je dirais des compagnies de 30, 40 ou 50 millions de dollars de ventes annuelles qui n'existeraient pas si Windows n'avait pas permis cette normalisation. Mais il y a aussi des défaites commerciales et personnelles. C'est comme un enfant que vous avez élevé et qui décide de voler de ses propres ailes. On entend beaucoup parler de Quattro Pro. Curieusement, les graphiques intelligents de Quattro Pro ont fait beaucoup parler d'eux. Je dis toujours que c'est un peu mon enfant, car l'un des derniers programmes que j'ai écrit, j'ai même déposé un brevet qui a été attribué à Borland, en fait. Mais vous savez, je dis toujours que c'est comme si j'avais vendu une partie de moi-même. Mais je suis fier qu'il continue la grande tradition de Quattro Pro. L'équipe est toujours au travail et nous tenons à ce produit. Ce sera un beau produit et nous y travaillons constamment. L'Arc de Triomphe espagnol, symbole international de la victoire d'une alliance stratégique sur un adversaire qu'on croyait invincible. À bien des égards, c'est le climat qui régnait dans cette conférence de l'informatique où s'affrontaient des géants comme Microsoft et Intel. Il semble que la seule façon de survivre pour les autres est de bâtir des alliances stratégiques et même de coopérer avec la concurrence. Pour les chroniques de l'informatique, ici Stuart Chiffate à Barcelone.